Voilà, bienvenue donc pour cette émission. Cathy, vous l'avez dit, on va parler beaucoup de la pêche. C'est vrai que c'est un problème quand même assez crucial. Je vous présente d'abord nos invités. Yannick Pourchaud, bonjour. Vous êtes président du comité régional de pêche. Vous êtes basé à Dieppe, président du comité régional de Haute-Normandie. À vos côtés, eh bien Claude Midi, bonjour également. Vous êtes directeur du Bonjour. développement de la Société des éoliennes en mer, Dieppe, le Tréport. Et puis à vos côtés, Philippe Cavafion, bonjour. Vous êtes directeur France éolien en mer, Adven. Alors là, tout de suite, une explication. C'est pas un nom breton, c'est plutôt à consonance anglo-saxonne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Adwen est une coentreprise qui a été créée par la société Areva et la société Gamesa pour servir le marché de l'éolien en mer. Donc, chers téléspectateurs, vous avez bien compris, on a les deux tenants du projet et on a un important, on va dire, quelqu'un qui compte beaucoup au niveau des opposants. Et c'est vrai, Cathy, que les pêcheurs, ils ont un petit peu le blues en ce moment. Et oui, et on le voit, hein, d'ailleurs, vous êtes toujours très très opposé à ce projet, même si ça fait plusieurs années qu'on en parle, plusieurs années qu'on discute, ça se voit quand on arrive au Tréport. Yannick Pourchaud, vous ne baissez pas la garde par rapport à ce projet éolien offshore. Non, pour nous, c'est capital. C'est une zone de pêche fortement fréquentée par des navires du Tréport et des régions qui nous entourent, du Nord-Pas-de-Calais, Picardie et aussi de Basse-Normandie. C'est un carrefour important pour la pêche. C'est une zone très poissonneuse. Et on est dans l'incompréhension du manque de concertation depuis plus de 10 ans maintenant, où on crie haut et fort qu'on n'est pas contre l'éolien, mais qu'on est contre l'éolien non raisonné et non programmé dans une durée des activités qu'on a depuis toujours. Historiquement, on est sur la zone depuis bien avant les éoliennes. Tout se passe en mer avec ce projet. Donc justement, on va y aller. On va aller voir l'extrait d'un reportage que nous avions tourné à vos côtés, aux côtés des pêcheurs il y a quelques semaines. C'est un reportage de Michael Guillot et Aurélien Barège. Capitaine et matelot sont rentrés hier soir au Tréport. Ils repartent à 5 h du matin. C'est le métier qui me sort, hein. On n'a pas d'heure dans ce métier-là. Objectif, rattraper la mauvaise pêche de la veille. Pendant 12 heures, Pascal et Didier lancent et remontent le filet sous les ordres du capitaine. Une routine éprouvante, payée à peine le SMIC selon la pêche. Telle est la vie de ces ouvriers de la mer. On commence à en avoir marre quand même. Ah oui. Bon, mais c'est plus pareil qu'avant. C'est plus le métier qu'avant. Avant, c'était un beau métier, puis à cette heure. Si la pêche a perdu de son charme selon les marins, c'est à cause de la réglementation. Les quotas et temps de pêche obligent à rejeter du poisson à la mer. Des méthodes de pêche intensives, utilisées par les étrangers sur la Manche, sont interdites aux Français. Interdit aussi de pêcher dans les 3000 nautiques, c'est-à-dire tout près de la côte. Mais cette règle, personne ne la respecte, assure Jean-Joseph. Pour survivre, les pêcheurs vont là où se trouve le poisson. Ils jouent au chat et à la souris avec les autorités. Et même entre marins, les coups bas ne sont pas rares. Par contre, ils savent mener des combats ensemble. Par exemple, contre le projet d'installer 62 éoliennes en mer, au large du Tréport. Est-ce qu'on aura le droit de pêcher dedans? Pour l'instant, on n'en sait trop rien. Est-ce qu'on aura le droit de la traverser pour aller sur nos zones de pêche qui sont plus larges? On n'en sait rien non plus, on ne sait pas. Donc on est dans le vide en fait. Tout ce qu'on sait, c'est que ça va nous compliquer la chose et on n'avait pas besoin de ça. Yannick Pourchaud, c'est un aperçu de la vie des pêcheurs. On l'entend, il y a beaucoup de problématiques en ce moment pour les pêcheurs. Est-ce que c'est votre priorité de lutter contre ce projet de parc éolien ? On ne peut pas dire que c'est une priorité parmi tant d'autres. C'est aussi quelque part la goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi. Ces projets éoliens qui n'ont pas été concertés avec les professionnels du secteur et dans des zones vraiment, je le répète et j'insiste, la zone la moins propice, je dirais, à l'implantation de cette activité. Aujourd'hui, bon, je ne peux pas être tout à fait d'accord avec le reportage qui vient d'être passé, parce que c'est pas l'image et c'est pas pour ça que je suis représentant des pêcheurs pour dire que nous sommes des gens qui fraudent, des gens qui ne respectent pas les règles, parce que c'est pas la vision de ma génération, c'est pas la vision des pêcheurs que je représente. Le respect des règles de la pêche durable et responsable. On ne sera crédible que quand à partir du moment où on prouvera aux gens et aux technocrates européens, bruxellois, que nous sommes des gens très responsables. Et dans le projet éolien,
c'est exactement la même chose. Je n'ai pas coupé les discussions et la concertation avec les porteurs du projet. Je leur demande simplement de faire 2 pas en arrière et de se remettre à la table des discussions et que l'État prenne aussi ses responsabilités, car un mauvais projet ne verra pas le jour ou verra le jour beaucoup trop tard et ne sera économiquement pas viable. Que si nous avons une concertation porteuse, ça a déjà été fait pour le parc de Fécamp, ce projet verra le jour beaucoup plus vite et dans des zones à moindre impact. Alors, on va reparler à la fin de l'émission du débat public. Alors, c'est vrai, vous venez de l'évoquer, monsieur Pouchot, vous avez raison. C'est vrai que cette question de débat public, est-ce que c'est un vrai débat? On va y revenir. Mais soyons concrets si vous voulez bien. Et avec Cathy, on va essayer de faire un petit peu l'écho de ce que les gens se posent comme question en essayant d'être le plus concret possible. On va commencer par vous, si vous le voulez bien, Monsieur Cavafian. Alors, les éoliennes, vous me dites si je me trompe. D'abord, par rapport au projet initial, leur puissance est supérieure. Vous les avez reculées légèrement. La distance entre chaque éolienne est de entre 1200 et 1500 mètres. Est-ce que ça, par exemple, ça peut être de nature à rassurer Monsieur Pouchot et ses amis pêcheurs, dans le sens où c'est moins gênant pour la pêche? Alors, des éoliennes de plus grande puissance unitaire, ça permet pour le même projet de mettre moins d'éoliennes. Donc aujourd'hui, on est avec un projet de 62 éoliennes. Il y a quelques années, on parlait de 150 éoliennes dans la même zone. Elles font 8 mégawatts. Elles font chacune 8 mégawatts. Et donc aujourd'hui, moins d'éoliennes dans une zone, ça permet de les espacer plus. Et là, c'est le choix du porteur de projet d'adapter la disposition pour rencontrer les exigences de la pêche. D'un point de vue technologique, d'un point de vue technique, c'est plus difficile pour vous? Ça vous prendra plus de temps à les fabriquer? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est aussi rapide? Est-ce que c'est aussi performant? Alors des éoliennes de 8 MW, quand on en fabrique et qu'on en installe de 5 MW aujourd'hui, comme ma société le fait en mer du Nord allemande, ce n'est pas une étape considérable, ce n'est pas une innovation significative. On est sur une plateforme technologique éprouvée, simplement c'est un peu plus grand et il faut s'assurer qu'on capitalise sur la fiabilité. Claude Midi, comment est-ce que vous pouvez répondre à ce pêcheur qu'on a entendu dans le reportage qui se demande est-ce que je vais pouvoir pêcher au milieu de ce champ d'éoliennes? Bien, écoutez, d'abord merci de m'avoir invité sur ce plateau et accompagné de Monsieur Pouchot et de pouvoir discuter de ce sujet important qu'est la pêche. Et en particulier, tout à fait, sur tout à fait. Il se poursuit. Et c'est une très bonne chose. Et en particulier, ce dialogue doit se prolonger puisque pour éclairer ce pêcheur, la décision de naviguer et ou de pêcher, donc la pêche professionnelle en particulier sur le parc, sera une décision de la préfecture maritime. À nous, dans le cadre du travail de concertation que nous menons effectivement avec le comité des pêches, à proposer la meilleure solution. Philippe Cavafian vient d'expliquer qu'en réduisant le nombre d'éoliennes, on écarte, vous avez donné des chiffres effectivement, des couloirs de pêche de 950 mètres, des écarts entre éoliennes entre 1200 et 1800 mètres. Voilà un certain nombre de dispositions qui nous permettent demain de présenter un dossier, en plus d'éléments de sécurité dont on pourra parler tout à l'heure, de présenter un dossier à la préfecture maritime qui, on l'espère, prendra des décisions qui rendront compatible ce parc avec la pêche professionnelle. Yannick Pourchaud, est-ce que ça vous rassure? Non, pas du tout. Pourtant, c'est pas faute d'y avoir travaillé avec ces gens-là. On a tout fait pour aménager les parcs parce que ce soit celui-ci ou celui de Fécamp, de façon à continuer notre activité au sein des parcs. Mais malheureusement, le principe de précaution va au-delà du travail qu'on a pu faire. Ces gens ont investi plus d'argent pour aménager les parcs, pour essayer qu'on puisse continuer à travailler au sein de ce parc. Mais malheureusement, depuis quelques jours, là, j'ai eu la mauvaise nouvelle d'apprendre que la préfecture maritime avait statué et c'est humain, hein, aucun préfet maritime ne prendra cette initiative d'envoyer des navires travailler au sein des parcs parce qu'ils ne sont pas capables d'assurer la sécurité des hommes au sein des parcs. Les pilotes hélicoptères ont mis un bémol à ce sujet, ce qui fait qu'on voit dessiner dans l'horizon éolien offshore une interdiction de pêche au sein des parcs. Alors moi je voudrais savoir, parmi vous trois, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il a une référence, par exemple un parc offshore qui existerait, on va prendre le Danemark par exemple, puisqu'on sait qu'il y en a, ou ailleurs dans les pays anglo-saxons, pour pouvoir dire justement, alors de votre côté qu'on va pouvoir quand même pêcher sur le parc éolien au large du Tréport, derrière nous, ou alors de votre point de vue que ce ne sera pas possible?
Est-ce qu'il y a des points de référence, des chiffres qu'on peut donner, des exemples qui existent? Juste pour reprendre par rapport à ce que vous venez de dire, je n'ai pas dit qu'on pourrait pêcher. L'objectif est de conjointement de proposer un parc qui soit rendu compatible avec la pêche. La décision appartenant à la préfecture maritime, la décision dont Yannick Pourchaud vient de parler concerne le parc de Fécamp. Celle pour le parc du Tréport n'est pas prise. Et nous allons travailler en particulier sur les aspects qu'il vient d'évoquer de sécurité, d'intervention en cas de situation de bateau en difficulté dans le parc pour avoir effectivement un avis plus positif de la part de la préfecture maritime. Ensuite, je pense qu'il faudrait rentrer, et là M. Pourchaud serait beaucoup plus compétent que moi, d'expliquer que en fonction des natures de pêche qui sont réalisées, l'équipement du parc et sa capacité à le rendre pêchable, on va le dire comme ça, est différent. C'est-à-dire que si vous êtes avec un filet ou si vous êtes avec un C'est-à-dire qu'il faut chalut, sacrifier certains types de pêche? Écoutez, encore une fois, ce que je viens de vous dire reste valable et je peux vous le répéter. La préfecture maritime prend des décisions qui sont relatives à la sécurité. Je pense que de ce point de vue-là, on peut se retrouver tous ensemble pour appeler à ce que effectivement les questions de sécurité soient bien prises en compte. Et nous allons travailler pour ça. Après, c'est pas une question de sacrifier. Sur certains parcs, il y a des arts qui sont réalisés par les pêcheurs qui ne sont pas réalisés à d'autres endroits en fonction de ce qui existe au fond de l'eau. Ouais, c'est ça que j'aimerais bien comprendre. Est-ce que ça existe? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il sera possible de faire certaines pêches plutôt que certaines autres? Est-ce qu'il y a des exemples qui existent? Sur quoi vous vous basez pour expliquer à M. Pourchaud qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète? Je pense qu'il a raison de s'inquiéter et nous aussi on s'inquiète parce que c'est ce que je viens de dire, on va rencontrer la préfecture maritime pour essayer de la convaincre que on a la capacité à présenter un parc avec des particularités, moins d'éoliennes, des couloirs de pêche et dans le sens des courants. Voilà, on a adapté la disposition des éoliennes pour l'instant prévues en fonction d'un certain nombre de demandes du comité régional des pêches, donc d'arriver à proposer des solutions qui soient comme celle-ci. Maintenant, la préfecture maritime a aussi des éléments de sécurité qu'il va falloir aborder. Ça a été évoqué, la capacité d'intervention, le balisage, un certain nombre de solutions qu'il va falloir trouver ensemble. Et je pense que la décision aujourd'hui n'est pas prise. Donc ne soyons pas pessimistes, essayons plutôt de travailler le plus possible, main dans la main, comme on le fait, pour arriver vers ça. On va avoir une question très concrète. On va écouter Nicolas Lautin, le président de l'association des chasseurs de la baie de Somme. Ce parc éolien, il inquiète les pêcheurs, il inquiète également les chasseurs. On l'écoute. Ça peut être aussi des hachoirs à oiseaux, parce que là où elles sont implantées, une grande partie de la migration se fait plus au large de la baie de Somme, c'est-à-dire entre 2 et 8, 10 000 au large des côtes. Donc si bien sûr ces éoliennes sont placées ici, mais il y en aura aussi au nord et il y en aura aussi au sud, parce qu'il n'y aura pas qu'un projet de parc, ça risque de poser, on va dire, de gros problèmes par rapport aux migrations d'oiseaux. Les Norvégiens, les Allemands pensent déjà à des parcs éoliens à 100, 150, jusqu'à 300 km au loin des côtes. Philippe Cavafian, peut-être une question pour vous. Est-ce qu'on ne pourrait pas décaler ce parc éolien? Est-ce que ce serait envisageable? La position du parc, ce n'est pas un choix du fournisseur d'éoliennes. C'est une décision de l'État d'avoir proposé ce projet sur cette zone dans le premier appel d'offres, de l'avoir à nouveau proposé dans le deuxième appel d'offres. Est-ce que c'est une affaire d'argent de décaler de quelques kilomètres un parc éolien? Est-ce qu'il faut payer plus cher ou est-ce que c'est technique? Encore une fois, on va se répéter, la décision de placer le projet à cet endroit-là est une décision de l'État. Après, est-ce qu'on peut aller plus loin? Parce qu'effectivement, c'est des questions qui viennent dans le cadre du débat public, qui nous permettent de répondre à l'ensemble des gens qui se posent des questions. C'est qu'aller plus loin, beaucoup plus loin, c'est plus de profondeur. Et là, techniquement, effectivement, il y a des limites, que ce soit dans le raccordement, puisqu'il faut bien amener un câble jusqu'à ce parc, et également dans les fondations. Donc, effectivement, après, il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être liés à la sécurité et au coût. Je voudrais juste, par rapport à la remarque qui était faite sur les oiseaux, juste indiquer qu'il y a un certain nombre d'études qui sont menées aujourd'hui, qui ont déjà été menées d'observation des migrations, et avec les pêcheurs, nous avons des discussions, mais également avec les chasseurs, qui nous permettent aujourd'hui de voir... Monsieur Milly, on ne vous entend plus, mais je vais en profiter d'ailleurs. On a vu des bateaux partir, retrait. Je rappelle qu'on est au Tréport, qui fait un temps magnifique. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est vrai que le débat sur les éoliennes en mer est un débat particulièrement fort, particulièrement puissant dans cette région. Moi, j'avais une question à vous poser, peut-être un peu plus générale. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Parce que, monsieur Pourchaud, vous me dites si je me trompe, si vous ne pouvez pas pêcher
dans la zone où il va y avoir des éoliennes, vous allez être obligé d'aller plus loin. Donc vous allez dépenser du carburant. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'un côté de dire on va faire de l'éolien en mer parce que c'est une énergie propre, et puis d'un autre côté obliger les pêcheurs à aller plus loin et dépenser plus de gasoil? C'est sûr que c'est le contexte qui est européen. Aujourd'hui, nous avons une migration des navires étrangers. Quand vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'on a des cas Oui, il y a des navires étrangers qui se sont vus interdire des zones de pêche et qui aujourd'hui ont migré en Manche et qui posent d'autres problèmes qui sont l'aspect de la gestion de la ressource. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a trop de bateaux en Manche. Et alors, pour le problème du tréport, c'est que c'est une zone qui est fréquentée par des petits navires qui n'ont pas forcément la capacité ou les autorisations ou les antériorités pour aller ailleurs. C'est Et 70 bateaux, le tréport. Voilà. Mais là, on parle vraiment que de la catégorie des navires qui, si demain ce parc naît dans cette zone et qu'on est en interdiction complète de pêche, ce qui se dessine largement, ces navires sont voués à mourir complètement. C'est-à-dire qu'économiquement, ils ne seront plus viables et n'auront pas de possibilités. Et après, ça aura aussi un impact sur le reste des navires. Alors, en Haute-Normandie, on a 131 navires, mais je répète, il n'y a pas que les navires hauts-normands qui travaillent dans ce secteur de pêche. Il y a des navires des régions qui nous bordent, le Nord-Pas-de-Calais, Picardie et la Basse-Normandie, où c'est un secteur important. Alors, maintenant, quand on dit le choix de la zone, c'est l'État, c'est un peu facile. Il faut reprendre l'historique. L'historique, c'est qu'il y a plus de 10 ans maintenant, un homme est arrivé dans les bureaux du comité régional en disant voilà, je vous informe que je vais poser des éoliennes ici et que vous soyez d'accord ou pas, ça c'est pareil. Après, de dire que c'est pas économique, c'est faux parce que Quel homme? C'était M. Germain à l'époque. Et aujourd'hui, de la Compagnie du Vent. Et aujourd'hui, on nous dit non, c'est pas économique. Si, c'est économique parce que depuis plus de 10 ans, on a fait du déminage sur la zone, on a fait des recherches, on a fait beaucoup de choses qui a coûté de l'argent. Et aujourd'hui, changer la zone, économiquement, pour les promoteurs, c'est pas un choix très stratégique parce qu'il faudrait recommencer toutes ces études sur la nouvelle zone. Et il faudrait obligatoirement refaire un appel d'offres pour pouvoir laisser la chance à d'autres candidats que celui qui a été sélectionné aujourd'hui sur cette zone de pouvoir l'emporter. Et il faut quand même rappeler que sur le premier appel d'offres, cette zone avait été déclarée par la Creux infructueux. Infructueux, c'est pas le pêcheur ni le représentant des chasseurs qui l'a dit, c'est la Creux. C'est quand même un organisme d'État et c'est quand même des gens qui, à mon sens, sont sérieux. Alors pourquoi sur le deuxième appel d'offres, on nous fait le projet premier appel d'offres bis avec exactement la même zone? Alors on met un petit peu moins d'éoliennes, on déplace un petit peu, mais c'est exactement la même chose. Et pourquoi aujourd'hui il n'est plus infructueux? Grande question. On va vous remercier Yannick Pourchaud. On va aborder justement le deuxième thème de cette émission, Philippe. Bah oui, le thème enfin on continue d'ailleurs, on l'a commencé finalement. Oui. L'économie, on va continuer. Et c'est vrai que d'un point de vue économique, alors il y a beaucoup de dossiers qui sont ouverts. Il y a celui d'abord de la construction des éoliennes, parce qu'avant on va en parler avec vous. Il y a celui de l'entretien des éoliennes. Et puis là, c'est vrai que c'est un dossier important. Alors il y a des enjeux sur le plan de l'emploi et on comprend que dans une région, et ici en particulier, où le chômage est très élevé, et l'adjoint au maire que nous allons interviewer tout à l'heure va revenir sur cette question, c'est vrai que c'est un dossier important. Oui, effectivement. Et on va le voir avec un reportage réalisé il y a quelques semaines par Sylvain Rouil. On regarde. Instable, parfois violent, il fait sur nos côtes rarement défaut. Le vent devrait faire tourner les pales de 75 éoliennes, ici, au large des plages du débarquement. Le parc de Courseulles-sur-Mer avec Fécamp et le Tréport est l'un des 3 sites offshore prévus en Normandie. Au total, 220 éoliennes susceptibles d'alimenter 2 millions de personnes. Ce mât de mesure vient d'être installé au large de Fécamp. C'est bien là la seule réalisation concrète qui prouve que les choses avancent. La mise en service des éoliennes, elle, se fera au mieux d'ici 5 ans. Les industriels attendent aujourd'hui de l'État qu'il minimise les possibilités de recours devant les tribunaux avant d'aller plus loin. Qui va construire ces éoliennes ? 2 ports, Cherbourg et Le Havre, ont été retenus. Le premier par Alstom, le second par Areva. Mais voilà, en 3 ans, beaucoup de choses ont changé. Pour Areva, tout d'abord, qui vient d'annoncer un déficit de 5 milliards d'euros et un recentrage de ses activités sur le nucléaire.
La direction a annoncé que tout ce qui était renouvelable, c'était plus la priorité. Vous l'avez entendu tout à l'heure de la part de la bouche de la direction. On va se recentrer sur le nucléaire. Jusqu'à preuve du contraire, l'éolien, le solaire, ça ne fait pas partie du nucléaire. Donc aujourd'hui, on peut se poser des questions sur ces activités-là au sein d'Areva. Quid alors des projets promis sur le port du Havre? Areva, qui avait annoncé en 2011 la création de 2 usines, assure pouvoir tenir ses engagements grâce à son alliance avec l'espagnol Gamesa. Autre acteur majeur dans la tourmente, Alstom, qui avec son Aliad 150 doit équiper les parcs de Courseulles et de Fécamp. Le groupe avait choisi Cherbourg comme base industrielle. C'était avant le rachat de sa branche énergie par General Electric. Depuis, le calendrier n'a cessé de glisser et sur les 2 usines prévues sur le port, une seule a fait l'objet d'un permis de construire. Nous avons beaucoup d'inquiétudes. D'ailleurs, le programme de l'éolien, au départ, prévoyait un peu plus de 500 emplois, si je ne me trompe. Aujourd'hui, il est plutôt proche des 300 emplois. Que va-t-il nous rester demain? C'est vraiment une question que nous avons lieu de nous poser, nous, professionnels, dans le secteur de Cherbourg. La France, avec 3 mégawatts éoliens déjà programmés, s'est engagée dans un projet ambitieux et devrait poursuivre l'effort avec un nouvel appel d'offres et un 4e parc éolien bientôt au large de la Normandie. Reste maintenant à concrétiser cette belle ambition. Voilà, donc les projets ne manquent pas, c'est le moins qu'on puisse dire, Cathy, des projets ambitieux et puis qui n'englobent pas que l'entretien, ça c'est très important, mais également la construction des éoliennes. Alors on a parlé de Courseulles, je crois que c'était important. Il y a donc évidemment le projet de construire des éoliennes au Havre. On pourrait évoquer également Dunkerque un peu plus tard. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je rappelle que nous sommes toujours au Tréport, qui fait un temps magnifique, il y a du monde, et que nous parlons de l'avenir du parc éolien en mer. Alors, monsieur Cavafian, on va répondre un petit peu aux questions qui sont évoquées dans le reportage de Sylvain Rouil. La première question, c'est où en est-on? Alors je vais mettre un peu les pieds dans le plat. C'est vrai qu'en ce moment, Areva, que vous représentez aussi, on l'a dit tout à l'heure que vous avez créé une association de 2 entreprises pour pouvoir être plus performants dans le domaine de la fabrication des éoliennes en mer. Est-ce que ce qui se passe au niveau d'Areva, dont on sait que la part de nucléaire va être repris selon toute vraisemblance par EDF, ce sont des décisions politiques, est-ce que ça peut mettre en cause vos projets en ce qui concerne les éoliennes en mer? Absolument pas. La société qui a été créée, s'appelle Adwen, qui est une coentreprise entre Areva et Gamesa, a repris entièrement les engagements qu'Areva avait pris dans le cadre des 2 premiers appels d'offres. Alors, je rappelle aussi que M. Bertrand Dubois-Freinet, que nous saluons, vient de nous rejoindre. Vous êtes le président de la CCI de Fécamp-Bolbec et vous êtes le référent pour les énergies marines renouvelables à la Chambre de commerce et d'industrie de Normandie. Alors, est-ce que vous êtes inquiet finalement par rapport au projet qui avait été... En plus, Bolbec, c'est pas très loin du Havre. Et donc, quelque part, on imagine que les chefs d'entreprise dans la région attendent avec impatience que ça se développe. Mais aujourd'hui, il y a une mobilisation très claire du monde de l'entreprise autour de tous les projets économiques. La Normandie est l'un des plus gros départements ou de régions en matière d'énergie. C'est plus de 26 000 emplois. Et très clairement, ce nouvel projet qui arrive sur toute la côte, puisque c'est Courseulles, c'est Fécamp, c'est le Tréport, c'est Saint-Brieuc. Et c'est toute une filière qui doit se mettre en place pour bénéficier des retombées au maximum. Donc c'est le travail des chambres de commerce qui sont très régulièrement mobilisés pour organiser des réunions et mobiliser les entreprises à être prêts à répondre aux appels d'offres qui vont être lancés. Est-ce qu'elles sont prêtes, ces usines qui sont censées permettre la construction des éoliennes ? Nous sommes sur un territoire industriel. Je le disais, le pétrole, le nucléaire. Donc, nous avons des entreprises qui savent traiter ce genre de dossier. Donc, aujourd'hui, il faut que la Normandie soit, je vais dire, le fleuron à ce niveau-là et puisse être au plus près de la réponse pour bénéficier en matière d'emploi et bénéficier en matière d'activité économique sur le territoire. On parle de 1500 emplois directs, 4500 emplois indirects. Est-ce que vous y croyez à ces chiffres? Ils font rêver. Moi, je prends l'exemple du nucléaire, très clairement. Donc, Paluel, à côté de chez nous. Paluel, c'est 3000 emplois nouveaux dans le cadre des grands carénages. Et donc, c'est de la réalité, c'est de la réalité. Mais très clairement, le monde de la pêche est aussi une entreprise. Et donc, voilà, il faut faire tout pour que le monde de l'entreprise, de ce territoire, s'en sorte au mieux, la pêche comme l'industrie.
Alors Cathy, le premier adjoint au maire que nous saluons et que nous remercions de nous accueillir ici au Tréport nous a rejoint. Alors Monsieur Laurent, Monsieur Laurent Jacques, vous êtes en fait depuis l'Office du tourisme, je vous vois de loin, enfin je vous vois mal parce qu'il y a beaucoup de soleil, mais c'est très agréable parce qu'il fait très beau. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu finalement partagé? Parce que alors vous êtes contre le projet d'éolien en mer, vous défendez les intérêts, vous êtes là en l'occurrence allié, plus qu'objectif avec les pêcheurs, mais en même temps, à la lumière de ce qu'on vient de voir, et puis ce qu'on vient d'entendre également, est-ce que ça ne vous fait pas un petit peu, je dirais pas rêver, mais après tout, pourquoi pas créer des emplois qui pourraient servir, qui pourraient être utiles à une population ici au Tréport que l'on sait particulièrement quand même, pardonnez-moi de le rappeler, touchée par le chômage? Oui, déjà, bonjour. On est allié avec les pêcheurs, mais on n'est pas allié seulement avec les pêcheurs. Je pense qu'on est allié avec tous les acteurs du tourisme de la région, et notamment ceux du Tréport. On n'est pas non plus contre l'éolien, on est surtout opposé à la zone qui a été choisie par l'État. Et on sait que cette zone va pénaliser beaucoup de monde, notamment les pêcheurs. Et comme vous pouvez le voir, au Tréport, le port est au cœur de notre cité. Et si nos bateaux disparaissent, on risque d'avoir beaucoup de touristes qui ne viennent plus dans notre secteur. Donc on est quand même une ville qui travaille beaucoup avec le tourisme, ça crée de l'emploi. Et malheureusement, si ces touristes ne viennent plus, on risque d'avoir beaucoup de personnes qui vont se retrouver une nouvelle fois sans travail. Ensuite, on nous parle d'emploi, on nous parle de créer des emplois. J'ai même entendu par certains politiques, notamment de la région, où on va créer des milliers d'emplois. Moi, je suis très étonné de ça, puisque nous, on nous parle de 25 emplois sur le secteur du Tréport Dieppe pour la maintenance. On ne nous parle pas d'autre chose. Les usines qui seront construites, ça sera plutôt sur le Havre. C'est sûr qu'il y aura des sous-traitants aussi. Mais où est-ce qu'ils seront basés tous les sous-traitants ? Si nous, on perd nos pêcheurs, si on perd une quarantaine de petits bateaux, sur chaque bateau, il y a 3-4 personnes, sans compter tout ce qu'il y a autour, on va perdre des centaines d'emplois sur le Tréport, et ça, c'est inacceptable, puisqu'on n'a rien en retour. Claude Midi, 25 emplois au Tréport? Non, la communication est sans doute pas bien passée, donc on va répéter le chiffre qui concerne les emplois directs pour la maintenance, c'est-à-dire pendant les 25 ans de l'exploitation du parc, ce sont 125 emplois qui seront répartis entre les ports de Dieppe et les ports du Tréport. Et vous dites pendant 25 ans parce que ce parc, on met beaucoup de temps pour le construire, mais il va être démantelé au bout d'un moment. Tout à fait, ça fait partie, au-delà des études socio-industrielles dont parlait Monsieur le maire, c'est-à-dire qui vont nous permettre d'évaluer effectivement l'impact sur le tourisme, sur l'emploi, que l'on va devoir réaliser et rendre à l'État d'ici à début 2017. Eh bien, il y a aussi tout ce travail de démantèlement à prévoir, puisque à la fin des autorisations d'occupation du domaine public maritime de la mer, nous avons l'obligation de prévoir et de provisionner le démantèlement de ce parc pour rendre le fond de mer en l'état initial. Alors tous ces projets nécessitent évidemment de former bien évidemment des personnels qualifiés, et c'est vrai Cathy que c'est une donnée quand même importante de notre région. Oui absolument, et pour le coup c'est une démarche qui a été volontariste de la part de la région Picardie. Picardie qui est la deuxième région française pour l'énergie éolienne. Et normande. Pour le coup c'est le centre de formation Picard, il est à Amiens, c'est le cinquième en France. C'est le Wind Lab, on peut voir justement tout de suite un reportage sur ce Wind Lab qui permet de former une trentaine de stagiaires par an pour devenir notamment techniciens de maintenance. C'est une manière de permettre un retour à l'emploi. On peut regarder ce reportage avec Stanislas Madej. Je vais vous demander d'intervenir sur cette éolienne. Alors vous allez vous équiper, utiliser 2 harnais. Il s'accroche à un espoir, retrouver la route de l'emploi en prenant de la hauteur. Âgés de 20 à 50 ans, détenteurs d'un bac pro, d'un BTS ou simplement motivés, ces stagiaires du Wind Lab s'engagent dans une nouvelle vie. J'ai une formation initiale au départ de mécanicien auto poids lourd. Ensuite, après, j'ai basculé comme militaire de carrière, où j'ai fait pendant une période de 20 ans. Et ensuite, dans le cadre de ma reconversion, j'ai choisi de faire une formation de technicien de maintenance en parc éolien. Pour moi, c'est une reconversion. Ça m'a permis de retrouver une formation qui me plaît, avec de l'embauche au bout du compte. Électrotechnique, hydraulique, énergie, sécurité. En 7 à 9 mois de formation et de stage en entreprise, les diplômés doivent tous avoir des éoliennes et vérifier qu'ils ne sont pas sujets au vertige à 30 mètres de hauteur. 2 sessions par an pour 15 stagiaires par session. La formation est prise en charge à 100% par les régions pour les demandeurs d'emploi. Les 3/4 des diplômés trouveraient un poste en CDI directement à l'issue de leur formation.
C'est très très porteur et on le remarque au niveau des stages parce que les entreprises justement viennent nous chercher. Pour la plupart, on n'envoie pratiquement même pas nos CV. 2 ans après son ouverture, le WindLab se diversifie. Alternance, accueil de BTS pour ne plus s'adresser seulement aux demandeurs d'emploi, mais également aux jeunes qui voudraient faire carrière dans l'éolien. Voilà, alors Monsieur Dereux vient de nous rejoindre. Je précise que vous êtes administrateur de France Environnement et, entre autres, parce que c'est vrai que vous avez une carte de visite qui doit être assez longue, président des Côtes d'Armor Nature Environnement. Alors on parlait, Cathy, effectivement, c'est vrai que trouver des emplois c'est bien, à condition d'être formé. Sinon, je dis pas que ça sert à rien. Et c'est vrai que le centre que l'on vient de voir est remarquable. Et c'est vrai aussi que dans la région Haute-Normandie, on commence à se lancer dans la formation. Il était temps. Alors pour ce centre qui existe à Amiens depuis 2 ans, on en est à 75 stagiaires formés en 2 ans. Est-ce qu'on peut vraiment créer une filière économique, monsieur Dubois-Freinet, avec ce type de perspective ? Alors, les régions se sont chargées de la partie formation et donc plusieurs lycées ont été repérés sur la région et ont commencé à mettre en place, oui, absolument, et ont commencé à mettre en place des formations pour cette filière d'avenir. La formation, c'est pas uniquement les gens qui vont travailler sur le site. C'est aussi toutes les sociétés qui vont avoir à travailler pendant la période de construction et à travailler par la suite après en maintenance. C'est-à-dire qu'un emploi généré entre guillemets sur le site, c'est plusieurs emplois derrière. Et donc nous, voilà, notre travail, c'est ça, c'est de faire monter en puissance les entreprises, parce que les appels d'offres aujourd'hui sont des appels d'offres européens d'un niveau de qualification élevé. Et donc, pour pouvoir répondre, il faut être à ce niveau de qualification. Donc, il y a la formation pour les gens qui travailleront sur le site et il y a la formation des entreprises en interne pour faire monter en excellence de façon à répondre à ces appels d'offres. Mais est-ce que c'est si prometteur que ça ? Parce qu'il y a une étude qui est sortie récemment, fournie par France Énergie Éolienne, donc des soutiens à l'énergie éolienne, qui parle de 610 emplois en Picardie dans l'éolien, alors que, comme je le disais, on est une des régions phares pour cette énergie. Je vous donne un exemple, la fermeture de Goodyear, le site d'Amiens Nord, ça a été 1200 emplois perdus. Est-ce qu'on peut vraiment faire remonter une économie avec quelques centaines d'emplois, alors que ça fait quand même plusieurs années qu'on est dans l'éolien ? Je crois que tout ce qui est développement économique, il faut s'en occuper. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en position de choisir, je me permets, mais l'économie régionale est compliquée quand même. Et nous avons là une porte qui nous permet de voir peut-être poindre quelque chose. Donc notre travail n'est pas tant de se dire est-ce qu'on choisit, choses comme ça. Non, on y va. Pour moi, très clairement, il y a un avenir à ce niveau-là. Mobilisons-nous. Et puis, je pense que c'est pareil. Vous disiez tout à l'heure 26 ans. Nous prenons nos centrales à côté. Normalement, elles devraient être fermées. Et très clairement, on les prolonge. Donc voilà, moi je pense qu'on est dans cette dynamique-là et il faut que ça continue comme ça. Monsieur Dereux, alors je rappelle que vous êtes administrateur de France Environnement. La défense de l'environnement, l'emploi, tout ça, ça peut faire bon ménage ? On m'entend bien ? Oui, tout à fait. L'emploi, s'il n'y a pas d'emploi, on est très sensible. Il faut savoir que France Nature Environnement, dont je suis administrateur, c'est 850 000 adhérents. Donc vous imaginez 3 000 associations. Donc le nombre de gens qui peuvent travailler, qui nous remontent toutes leurs problématiques aussi. Donc il y a un regard très, très social, économique, ça on ne pourra pas l'enlever. Est-ce que ça vous semble durable, l'éolien offshore ? On voit que ça peut mettre en péril l'activité des pêcheurs. Est-ce que ça vous semble durable, cette industrie ? Ou est-ce que c'est une aubaine pour les quelques années à venir ? Je dirais que c'est plus qu'une aubaine. Quelque part, nous, on s'inscrit très clairement dans la transition énergétique. Et sur la COP21, vous savez, la conférence environnementale qui se tiendra à Paris à la fin de l'année. Et il est évident que pour nous, peu à peu, les énergies renouvelables, les énergies marines, l'ensemble de ces énergies doivent peu à peu se substituer au nucléaire, puisque l'objectif c'est à 50% de production nucléaire à l'horizon 2025. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va prendre peu à peu de poids. Il y a même une étude ADEME qui dit en 2050, il n'y aura plus que des énergies renouvelables. Bon, on ne s'inscrit pas trop. Là-dessus, pour être clair, on a aussi la réflexion sur la problématique des énergies carbonées. Et pas que le nucléaire, il y a aussi le carboné. Une grosse partie des énergies carbonées, nous on dit stop quelque part.
Vous connaissez la problématique du réchauffement climatique, etc. et des ressources. Donc c'est tout un ensemble sur lequel nous travaillons avec aussi les industriels, avec dans des réflexions partagées, on espère. Aussi au niveau, on est très sensible aussi aux pêcheurs. Moi, une caractéristique étant aussi président de la Fédération Côte d'Armor Nature Environnement, c'est que je suis aussi très impliqué dans le dossier en baie de Saint-Brieuc. Et des algues vertes. Et des algues vertes. Et Alors, pas c'est un que dossier des important. algues vertes. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que on pourrait se dire après tout, cette éolienne dont on voit ici la reproduction, elle sort de l'eau, finalement elle n'embête personne. Maintenant, il faut bien installer une base, ça peut changer aussi le milieu halieutique, il peut y avoir des changements importants. Et comme vous êtes sensible justement à tout, en l'occurrence les algues vertes, j'y reviens, parce que vous allez me dire ça n'a pas grand-chose à voir. Si, dans le sens où vous avez estimé, vous, dans Côte d'Armor, qu'il fallait faire attention à garder un équilibre sur l'ensemble de tout ce qui peut finalement être gênant au niveau de la pérennisation de la sauvegarde du littoral. Oui, je vous rejoins. Je veux dire que nous, on a une lutte constante sur l'aspect des algues vertes, malheureusement, qui ternissent aussi l'image des Côtes d'Armor, époque des Côtes d'Armor, de la Bretagne, et jusqu'à Noirmoutier maintenant. Donc on a cette réflexion pour essayer, je vais vous dire, il y a une réunion le 26 juin, le plan algues vertes qui se tient à Rennes, pour voir les efforts faits par les agriculteurs en la matière. Mais là, on est en train de dériver. Voilà, on va revenir justement à Laurent Jacques, qui est en direct avec nous depuis l'Office de tourisme du Tréport. Laurent Jacques, on a l'impression qu'en fait, là, ce que dit par exemple France Nature Environnement, c'est il faut défendre l'intérêt général, il faut défendre l'environnement, quitte à sacrifier l'intérêt particulier, celui des pêcheurs. Oui, mais ça, je pense que c'est la position des écologistes. Je pense que c'est pas nouveau. On avait eu le même débat au moment où on avait installé la centrale nucléaire de Penly, où pour eux, c'est pas les bonnes solutions. Bon, malheureusement, je pense qu'il y a un débat sur l'énergie en France qu'il faudrait peut-être poursuivre et qu'on puisse vraiment savoir un petit peu les besoins. Je pense qu'il y a aussi des études qui devraient être faites, notamment sur tout ce qui est économie d'énergie, qui serait certainement plus intéressante. Merci beaucoup Laurent Jacques d'avoir été notre invité. Je crois que Monsieur Dereux souhaite réagir à votre intervention. Je crois que c'est à votre question en disant ne sacrifie pas. Il faut être très très clair dans notre démarche. On dépose au cahier d'acteurs du débat public un certain nombre d'éléments qui sont justement de cette préservation des milieux marins et des effets, je veux dire, cumulatifs des effets de pollution, etc. Donc on est, tout à l'heure je vous disais, baie de Saint-Brieuc, j'ai éliminé les algues vertes. On travaille en cohérence, même si on n'est pas toujours d'accord, avec les pêcheurs de la baie. Donc on a vraiment un travail en commun, on essaye à travers des commissions qui ont, après le débat public, qui se prolongent encore aujourd'hui, pour permettre justement d'avoir ces bonnes réflexions. Qui nous amène tout naturellement à parler de l'environnement. On a déjà un peu Voilà. commencé. Et c'est vrai que tout est lié dans ce dossier finalement. L'économie, l'environnement, voilà. Alors l'environnement, justement, j'avais une question à vous poser, Monsieur Carafiore. Là, on a encore une fois cette maquette qui est en gros la reproduction de ce que seront les éoliennes en mer. Donc on voit parfaitement ce que ça peut donner. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à la base. Et est-ce qu'on peut jouer justement le fait de mettre des... On a expliqué tout à l'heure que vous alliez utiliser des éoliennes beaucoup plus puissantes, qui vont faire à peu près 110 mètres de haut. Ça veut dire qu'il faut une base beaucoup plus élargie. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le milieu halieutique, par exemple? Alors l'impact sur le milieu halieutique en fait est réduit parce que le nombre d'éoliennes est réduit. Alors mettre une éolienne Vous de reconnaissez quand même que le fait qu'elle soit plus puissante, ça veut dire qu'il faut une base plus importante et ça joue quand même. Ça joue faiblement. La vraie différence c'est sur le type de fondation que vous utilisez entre les fondations gravitaires qui sont du béton, des monopieux qui sont des mâts enfoncés ou des types jacket, c'est-à-dire celles qui sont montrées aujourd'hui. À chaque fois, vous avez un impact qui est un peu différent sur le fond. Il y a des façons de moins impacter le fond. Maintenant, moins d'éoliennes, des éoliennes plus grandes, il y a une chose pour rassurer le chasseur de tout à l'heure, les éoliennes, plus elles ont un rotor grand, moins elles tournent vite. Alors, par opposition à des petites éoliennes qui sont beaucoup plus rapprochées et qui tournent beaucoup plus vite, donc on a, en espaçant des éoliennes qui sont de plus grande puissance, on est notablement à réduire l'impact, la prise au vent du parc. Ça, c'est important pour l'impact environnemental.
On va remercier Monsieur Dubois-Freinet. Merci à vous d'avoir été notre invité. Monsieur Claude Midi va revenir nous rejoindre également pour justement évoquer cette question de l'environnement sur ce projet de parc éolien offshore. Et je crois que Laurent Jacques à l'Office de tourisme souhaite également intervenir. Ah, il n'est plus présent. Par contre, tout à l'heure, on aura l'intervention d'un autre opposant au projet, Georges Clément, le porte-parole des riverains et qui est tout à fait opposé à ce projet. Donc, Claude Midi, vous nous avez rejoint. Ce projet d'éoliennes offshore, est-ce qu'il peut avoir un impact sur les fonds marins ? Bien sûr, et nous allons l'étudier précisément. Ça a été bien expliqué par M. Dereux. Il y aura un impact. L'important, c'est pour nous, c'est de bien l'étudier, de bien faire l'état initial de quel est l'état de la biodiversité au fond des mers, puis ensuite de bien évaluer quels sont les impacts que les fondations qui vont être installées. Aujourd'hui, notre cas de base, c'est d'installer des fondations de type jacket, et puis ensuite de travailler sur la réduction et la maîtrise de l'ensemble des impacts qui seront sur les fonds marins. Donc bien sûr, il y aura un impact. L'important, c'est bien de l'évaluer et surtout de travailler sur la réduction de ces impacts. Alors parmi les impacts, je crois que M. Dereux, vous voulez intervenir. Après, je vous poserai une question sur l'impact visuel. M. Dereux. Oui, je dirais que ces projets ont aussi permis à mieux connaître nos fonds marins, comme jamais. Je veux dire, je suis aussi dans un comité de suivi des hydroliennes de Bréa. Je dirais on est très costarmoricain, mais ça permet, même les pêcheurs, du moins costarmoricains le reconnaissent, qu'il y a eu un très gros travail et parfois des choses un peu insoupçonnées pour eux. Donc, et ça permet justement de bien essayer de définir quels sont les impacts, et je dirais enjeux environnementaux plus qu'impacts. Parce que quelque part, vous avez effectivement des risques. Nous, on demande des retours d'expérience. Il est vrai qu'il n'y a pas encore une seule éolienne offshore qui est implantée en France. Donc ce sont surtout des... Oui, mais il y en a ailleurs en Europe quand même. Oui, justement, on demande des retours d'impact sur des champs d'éolien, surtout au nord de l'Europe, pour permettre de bien comprendre tous ces enjeux et qu'est-ce qui se passe là-bas en même temps. Alors Cathy, au début de l'émission, vous nous avez présenté justement la visualisation telle qu'elle apparaît de la part des concepteurs du projet de ces éoliennes en mer depuis l'endroit où nous nous trouvons, quand on regarde vers le large. Alors monsieur Midi, d'abord, est-ce que c'est vrai que, en gros, c'est à peu près l'équivalent d'une allumette quand on est placé face à la mer et qu'on regarde droit en direction des éoliennes ? Écoutez, à votre question, madame, la réponse est oui, les éoliennes se verront. Après leur visualisation, je pense que la meilleure façon dont nous pouvons travailler, et la commission particulière du débat public met à la disposition des simulations visuelles qui nous permettent aujourd'hui de montrer le paysage, tel que vous l'avez fait tout à l'heure, et de placer les éoliennes depuis différents points de vue, et en fonction du moment de la journée, de la météo, et d'avoir cette visualisation. Donc, est-ce que c'est une allumette ? C'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est d'avoir une simulation qui soit la plus objective possible. Et la deuxième chose, ce qu'il faut garder, c'est qu'évidemment, il y a de la subjectivité. Pardon ? Est-ce que votre visualisation est objective ? Alors, en tout cas, c'est ce que nous avons cherché à faire. Nous avons pris pour cela le bureau d'études le meilleur, qui a subi dans les autres projets déjà des contre-expertises. Et donc, aujourd'hui, à ce stade de connaissance, c'est la meilleure façon d'être objectif. Maintenant, vous avez raison. Ensuite, dans la façon de percevoir ce parc, il y a de la subjectivité, forcément. Est-ce que ça va se voir ? Oui. Surtout quand il fait beau comme ça. On vous sent effectivement très apaisé, c'est normal. Vous êtes dans votre rôle. En revanche, Georges Clément est bien moins apaisé quand on lui parle de l'aspect visuel de ce projet de parc éolien offshore. Bonjour Georges Clément. Vous êtes président de l'association de sauvegarde de la côte d'Opale, Picarde et d'Albâtre. Vous, ça vous inquiète beaucoup d'envisager d'avoir ces éoliennes qui seraient présentes au large du Tréport ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Nous sommes effectivement extrêmement inquiets parce que les simulations visuelles que nous avons pu voir ne correspondent pas vraiment à la réalité. Elles ont été faites avec un horizon flou. Le dessin des éoliennes n'est pas net du tout. Et par ailleurs, je pense que les dimensions relatives ne sont pas bien respectées. On a un exemple extrêmement facile pour se rendre compte de la dimension que peut prendre les éoliennes à l'horizon, c'est en se plaçant sur l'esplanade de Mers, en regardant le phare, eh bien, les éoliennes auront à l'horizon le même impact visuel que le phare, c'est-à-dire qu'on les verra sous le même angle que le phare du Tréport. Et donc,
elles seront quand même extrêmement visibles. Et je ne parle pas évidemment de la nuit où ces machines devront être équipées avec les signalisations réglementaires, ce qui risque de constituer un éclairage absolument exceptionnel pour les gens qui apprécient les couchers de soleil sur la mer au Tréport. Alors, Monsieur Clément, je vais vous poser une question peut-être un petit peu provocatrice, mais alors j'ai bien compris, nous avons bien compris avec Cathy que vous vouliez protéger l'environnement et l'aspect visuel, ça on le comprend parfaitement, vous êtes inquiet, mais d'un autre côté, on ne peut pas à la fois, question un peu provocatrice, je le précise, on ne peut pas à la fois vouloir diminuer l'impact du nucléaire, et en disant finalement l'éolien ça peut remplacer le nucléaire petit à petit, et puis en même temps ne pas accepter certaines contraintes. Le problème n'est pas tellement là. En fait, je dirais qu'en ce qui concerne l'éolien, il faudrait voir les choses d'un peu plus haut. Moi, je considère la situation de la France en ce moment avec un budget sans cesse en déficit, un niveau de chômage comme il n'a jamais été atteint, 5 millions de chômeurs, 3,5 millions en France, 1,5 million dans les dom-toms. Et est-ce que c'est en lançant un programme éolien, si on prend simplement le programme du Tréport, pratiquement 3 milliards d'investissements, qui va être financé essentiellement par la CSPE, payée par les contribuables. Si on prend l'ensemble des 6 parcs prévus, ça nous fait 18 milliards d'investissements. Et donc un coût pour les consommateurs, les citoyens, de 200 € le kilowattheure racheté, et qui va doubler à terme le prix du kilowattheure pour les consommateurs. C'était 200 € le mégawattheure, donc, et qui va doubler le prix du kilowattheure pour les consommateurs. C'est une donc critique ça, c'est quand même un aspect extrêmement préoccupant et qui va au-delà, si vous voulez, des considérations d'environnement. Et c'est, à mon avis, le problème majeur. Une critique, effectivement, Georges Clément, qui revient souvent. Le prix de l'électricité de l'éolien offshore, le double de l'éolien terrestre. Est-ce qu'on est toujours sur ces bases-là, Claude Midi? Oui, à ce stade, effectivement, le rapport est environ celui-là. Maintenant, il faut comprendre que l'éolien terrestre en France a commencé il y a quelques années, qu'il y a une courbe de progression dans les niveaux de prix, le coût de maintenance qui a été importante. On l'a vu également sur le solaire et on le verra sur l'éolien en mer. La diminution de la valeur de maintenance en particulier et d'investissement est importante grâce en particulier à des innovations comme celle d'Advent. Je voudrais juste rajouter que le parc et c'est bien indiqué dans le dossier du maître d'ouvrage qui est à la disposition du public, qui donne tous les éléments sur ce projet-là. Le montant n'est pas de 3 milliards, mais bien moins de 2 milliards. Alors, des fois, les montants sont dépassés, M. Cavaggia. Oui, je voudrais apporter le témoignage de notre expérience en Allemagne, parce que la réalité de l'éolien en mer en Allemagne aujourd'hui, c'est des centaines d'emplois. C'est-à-dire que lorsque vous regardez d'où est partie la région de Bremerhaven où nos usines se trouvent, c'était 25% de taux de chômage, on est descendu à 14%. Il y a des projets avec des centaines d'éoliennes parce que la mer du Nord s'y prête particulièrement, mais la création d'une filière et les retombées économiques, parce que l'éolien en mer, ça a la caractéristique d'être du très lourd, excusez-moi l'expression, on est en train de parler de 400 tonnes qu'on met à 100 mètres de haut en mer, donc on n'est absolument pas dans des composants qu'on peut importés de l'autre bout du monde. Donc on est forcément dans de la création d'emplois locales. Je vous parle de 750 emplois directs dans les usines d'Areva, de Gamesa, donc de Adwen au Havre, avec ses partenaires. Ce sont 750 emplois directs, mais globalement, les phases de construction, on parle de 1500 emplois directs qui seront mobilisés. Donc pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que, contrairement aux 600 emplois que vous citiez pour le terrestre en Picardie, qui est pourtant une des régions championnes de France de l'éolien terrestre, quand on met une éolienne en mer, oui, ça coûte un peu plus cher de l'installer, mais après, elle produit 2 fois plus. C'est-à-dire qu'avec les vents qu'on trouve en mer et la régularité et la fréquence des vents en mer, vous avez des machines qui produisent 2 fois plus, qui sont 2 fois plus efficaces. Pas forcément d'emploi. Alors, comme les gros composants qu'on doit mobiliser pour les installer en terre
et vous êtes obligé de les fabriquer à proximité si on crée de l'emploi à proximité immédiate des champs. Alors, je ne sais pas, Cathy, si vous êtes d'accord avec moi, et j'ai parfois l'impression qu'on s'y perd un peu avec les chiffres, parce que vous n'êtes pas tous d'accord, que ce soit le premier adjoint au maire, Monsieur Dereux, Monsieur Clément qu'on vient d'entendre, vous-même, les chiffres ne sont pas toujours évidents. D'où l'importance du débat public. Il a été lancé le 24 avril prochain, il va durer 100 jours, donc jusqu'à la fin juillet. On reviendra sur les dates des principaux rendez-vous qui sont très importants pour que tout le monde se fasse une idée. Alors, c'est là qu'on va maintenant essayer d'y voir un petit peu plus clair. Ce débat est-il un vrai débat? Alors, la question, c'est simple, c'est est-ce que ça peut changer éventuellement les choses? Est-ce que tout le monde peut s'exprimer? Est-ce qu'on peut véritablement savoir à quoi va correspondre le fameux parc éolien en mer? Encore une fois, à 15 km ici, je rappelle que nous sommes au Tréport, avec nos amis de Basse-Normandie, de Picardie et de Haute-Normandie, pour essayer d'y voir un peu plus clair. Je crois que M. Dereux voulait intervenir. Oui, je dirais que c'est un vrai débat, même si il est contraint dans les interventions des uns et des autres. Ça oblige des efforts de synthèse. Je peux en parler à titre personnel au niveau de France Nature Environnement, où on a eu parfois peu de temps pour déposer et participer aux différentes conférences. Peu de temps, c'est ce qui nous reste. Exactement. Donc ce que je voulais dire, c'est que ça permet, nous, il y a des grandes fédérations comme Picardie Nature, comme HNE, des associations, de déposer totalement librement au cahier d'acteurs et même en contradiction de ce que je pourrais peut-être dire. Voilà. On va voir ce qu'en pensent les riverains de ce débat public. On va aller regarder le reportage que nous avons tourné à Dieppe. Il a été tourné par Grégory Archiapanti et François Pesquet. Au milieu de la traditionnelle braderie du Pollet se tenait un stand particulier. Je vous donne ça, vous avez tout sur le débat public, sur le projet, si vous connaissez, bon, c'est très très synthétique. Non. Les membres de la Commission nationale du débat public viennent à la rencontre des citoyens. L'objectif est de leur donner des informations concernant le projet du parc éolien au large de Dieppe et du Tréport, mais aussi d'avoir leur avis. Du coup, il y a une petite carte T. Si vous connaissez des gens autour de vous qui sont intéressés, vous pouvez leur donner pour qu'ils remplissent et qu'ils donnent leur avis aussi. Et les personnes interrogées trouvent cette initiative très plaisante. Ça nous donne des idées, voir ce que c'est et tout. Je trouve ça un peu normal que les gens puissent donner leur avis sur ce genre de choses. Ça nous concerne, c'est notre vie, c'est l'avenir. Donc pourquoi pas demander l'avis des gens après par rapport à ça, justement parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations contre. Et savoir aussi s'il y a des gens qui sont pour, pourquoi pas demander. Certaines personnes interrogées doutent pourtant de l'importance de leur avis. Je trouve que c'est bien, mais est-ce qu'ils vont en tenir compte? Là, je doute. Hein. Pour quelle raison? Parce que quand ils décident quelque chose, on n'a rien à dire. Même quand on demande l'avis aux gens, là, on entend énormément de gens qui disent « mais je suis content qu'on me demande mon opinion », mais elle ne comptera pas. Si l'État, si d'en haut, si ça vient d'en haut, ça sera fait quand même. Il y a même des gens qui ont vu les éoliennes arriver depuis Dieppe. On apporte par notre temps et par notre présence ici la preuve finalement qu'on a besoin on a besoin de ces échanges. La synthèse des réponses sera remise au maître d'ouvrage qui devra ensuite rendre sa décision en tenant compte de l'avis des citoyens qui se seront exprimés. Alors, Monsieur Étienne Balland, je viens de vous écouter, ou plutôt de vous regarder et écouter ce reportage avec beaucoup d'attention. Il y a quand même des choses qui sont un petit peu graves, qui sont dites par des gens qui ont l'impression que tout va leur passer par-dessus la tête. Alors, d'abord, avant d'insister avec vous, je rappelle que vous êtes le président du débat public sur le projet d'éoliennes en mer Dieppe-le-Tréport. Retour vers Monsieur Clément. Alors, vous me dites si je me trompe. Hein. Je rappelle que vous êtes président du comité de sauvegarde des côtes d'Opale, Picardie et d'Albâtre. Et vous avez, avec 5 autres associations, quitté le débat public en disant que c'était une parodie de démocratie. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement un peu plus? Eh bien oui, parce qu'en fait, si vous voulez, les débats ne sont pas organisés de façon très équitable. Bien sûr, je comprends que ce ne soit pas toujours facile de trouver les interlocuteurs, mais les tables rondes, par exemple, jusqu'ici étaient organisées à 3, et il y avait, je dirais, un opposant aux éoliennes face à 2 professionnels ou un représentant de l'État. Donc en fait, si vous voulez, avec le même temps de parole, le débat, qui n'était d'ailleurs pas un débat, puisqu'en fait, on avait quelques minutes pour s'exprimer, quelques diapos à montrer, mais il n'y avait pas de débat en fait. Étienne Balland, vous venez de prendre vos fonctions. Ce débat, on a l'impression qu'il arrive un petit peu tard maintenant que l'appel d'offres a été attribué. Est-ce que ça peut encore changer ? Oui, ça peut changer pour une raison relativement simple, c'est que
S'il y a un débat public, c'est pas forcément parce que le projet l'impose ou parce qu'on est à telle ou telle étape de décision. Le débat public, il est là parce que c'est un droit constitutionnel. C'est l'article 7 de la Charte. C'est une obligation, mais plus que ça, c'est constitutionnel. C'est-à-dire que chaque citoyen a le droit constitutionnel de participer à l'élaboration de la décision. C'est extrêmement clair et c'est pour ça qu'on est là. Donc concrètement, le débat public, c'est sa mission. C'est de faire en sorte que les citoyens soient écoutés et soient entendus. C'est un point, à mon avis, important. Parce qu'évidemment, les projets, quand ils arrivent en débat public, ils ne sont pas tous, j'ai envie de dire, ficelés de la même façon, préparés de la même manière. Certains projets sont très très en amont, ils sont à peine conçus avec juste une intention de projet en débat public. D'autres, comme celui-ci, arrivent avec déjà un passé, une histoire, avec des décisions déjà prises. De l'argent investi. De l'argent investi. Et il est essentiel de bien comprendre que si la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser un débat lorsqu'elle a été saisie, c'est qu'effectivement elle a considéré qu'il y avait la place pour faire évoluer ce projet, si du moins c'était avéré et si cette évolution était nécessaire au regard des débats. Donc c'est un point extrêmement important. On n'est pas dans le seul débat public en France, on en a déjà fait beaucoup. À chaque débat public, il y a eu du changement. Changement sur le projet, changement sur le calendrier, sur son mode de financement, parfois abandon du projet. Ce que je veux dire très clairement et très fermement, c'est que le débat public induit toujours un changement, parce que tout simplement, c'est la rencontre du projet avec un territoire, et que nécessairement, le projet en sort différent. Alors on précise que vous n'êtes pas nommé par le gouvernement, c'est important, mais est-ce que vous êtes véritablement, allez, dites-nous les choses, ça s'appelle la voie est libre, est-ce que vous êtes vraiment indépendant? Alors, la commission... un certain nombre de garanties sont quand même assurées pour être indépendant. La première, c'est que la commission nationale qui nous nomme, elle-même, est nommée de façon indépendante et de façon plurielle, puisque c'est un collège qui représente l'ensemble finalement des composantes de la société, y compris les associations environnementales par exemple, qui sont présentes. Et donc c'est une décision collégiale qui choisit ensuite les membres d'une CPDP. Ces membres sont choisis pour à la fois leurs compétences, leur pratique du débat, leur capacité à l'écoute aussi, et à organiser le débat, à finalement proposer des méthodes. Et c'est vraiment ça notre rôle et notre mission. Alors, vous présentez plusieurs composantes de la société. Là, vous avez 6 associations de riverains qui quittent le débat. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les ramener autour de la table? La première chose, c'est... je ne les ai pas encore rencontrés et j'aimerais beaucoup les rencontrer parce que j'ai été nommé hier matin, évidemment, et j'ai vu leur communiqué et je l'ai lu avec attention et j'aimerais beaucoup en discuter et comprendre l'ensemble des arguments qu'elles avancent. Donc c'est une proposition qu'évidemment je leur fais, y compris publiquement ici, pour que on saisisse effectivement les motifs de leur insatisfaction. Et j'ai envie de dire, c'est la même question que je pose aussi à l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce débat, qui ont préparé. Ces associations ont contribué à la préparation du débat et elles se sont exprimées déjà en tribune dans différentes réunions. Donc pour moi, ce sont des partenaires essentiels du débat. J'aimerais saisir mieux, et en discutant avec elles bien entendu, les motifs de leur insatisfaction. Et s'il y a des choses qu'on peut faire évoluer, bien entendu on le fera, dans les principes de la CNDP qui sont très clairs. C'est que nous devons assurer l'équivalence de traitement à l'ensemble des acteurs. Donc ça, nous le respectons. Plusieurs rendez-vous pour ce débat public. Voilà, c'est ça. Alors plusieurs rendez-vous. Le prochain, c'est donc le 12 à Dieppe, le 12 juin, le 18 au Tréport, le 25, très important à Dieppe, c'est un premier bilan. Et puis il y en aura d'autres jusqu'au 28 juillet. Voilà, et ce sera l'occasion pour les riverains de faire entendre leur voix. Merci à tous d'avoir été nos invités pour cette émission. Merci Philippe. Merci à vous Cathy. Et puis on remercie évidemment Sébastien Lambert et toutes les équipes de France 3, Picardie, Haute et Basse-Normandie qui nous ont aidés à préparer cette